don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Dominique Robitaille, bienvenue au podcast. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Premier podcast de l'année 2025 officiellement. Et oui, et premier podcast à vie. Moi, j'ai jamais participé dans un podcast. Fait qu'on T'en as filmé pour des contrats, j'imagine, quand il y a des discussions. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça, oui. Mais de se faire interviewer, j'imagine, c'est quand même une différente vibe. Oui, exact. C'est le fun. C'est quand même un environnement connu, le micro, les caméras et tout ça, l'éclairage. Dominique, parle-moi un petit peu de toi, de ton entreprise et de toi, en fait. Oui. Donc, moi, c'est Dominique Robitaille, comme tu l'as dit. J'ai fondé, dans le fond, la compagnie de production s'appelle Domrob Film. Fait que Dominique Robitaille, ça a fait Domrob, hein? Super original. Mais tu sais, à l'époque, j'ai parti ça tout seul, en sortant de l'école de cinéma. Tu sais, j'avais 19 ans à l'époque quand j'ai parti la compagnie. Et là, ça va faire, c'était en 2012, fait que ça va faire bientôt 12 ans là, que je fais la compagnie. Merci beaucoup. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme beaucoup de gens en cinéma. Tu sais, souvent, on est des solopreneurs au début. Puis tranquillement, pas vite, j'ai eu la chance d'avoir une belle clientèle récurrente, tout ça. Puis j'ai pu agrandir l'équipe aussi avec moi. Fait que là, en ce moment, on est une équipe de 5 qui s'occupe de la production vidéo. Puis on est spécialisé vraiment pour les entreprises puis les institutions. Ce qui veut dire que, tu sais, on ne nous appelle pas pour faire des mariages. Non. Il y en a qui trippent mariage, nous autres, c'est zéro pin bar. Tu sais, c'est vraiment pour des business, pour des municipalités, différents paliers de gouvernement. Ça, c'est, mettons, vraiment le pain quotidien de ce qu'on fait comme type de production. Puis on s'enligne le plus possible vers ce qui est de la fiction puis du documentaire. Fait que vraiment faire des films qui vont au cinéma, là, c'est un peu comme notre aspiration, mais c'est complètement un autre domaine. Fait que, ce qui fait le roulement quotidien, c'est vraiment le corpo, puis la publicité puis tout ça. Puis tranquillement, on commence à avoir des belles réalisations à notre actif là, de fiction. Puis c'est de nous faire connaître à travers ça. C'est très cool. Puis avant d'embarquer là-dedans, juste dire un peu à l'audience, on se connaît à travers le groupe Distinction. Oui. Fait que l'entreprise de ma mère, justement, qui était présidente. Exact. Et je me suis dit, Dominique, tu as un domaine super intéressant. Faut jaser ensemble. Puis là, on se retrouve aussi. Quand on a fait notre pre-meeting, tu m'as dit que tu as commencé dans le sol de tes parents avec, tu as bâti ta tour de montage, puis tu as commencé là. Oui. Ça a été quoi cette expérience-là? Ça a été une belle expérience qu'on fait juste plonger. Hein? On plonge à pieds joints. J'ai dit, OK. En fait, quand je suis sorti de l'école de cinéma, j'étais comme, hey, yes. Puis souvent, vous allez entendre ça. C'est comme quand tu sors de l'école que tu te rends compte que tu sais rien. Hein? Fait que, tu sais, en sortant de l'école, j'étais comme, yes, je veux faire des films. Mais là, j'étais, OK, je vais où, tu sais? Je fais quoi? Puis là, c'est un de mes chums qui m'a dit, ben, c'est pas compliqué, Dom. Tu t'achètes ta caméra, puis tu offres tes services. Fait que je fais, OK. Fait que j'étais sur le site du gouvernement. Enregistrer l'entreprise, tout ça. Mon grand-père m'a prêté un petit peu de fonds là, pour que je puisse acheter une petite caméra puis bâtir une première tour de montage. Du Love Bunny, c'est bon. Ouais, du Love Bunny comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis justement, moi, j'ai parti à Repentigny, tu sais, puis c'était dans le sous-sol de mes parents, comme tu dis. Puis tu sais, le Love Money était juste assez pour acheter un micro, une caméra puis l'ordinateur. Fait que je m'étais installé, j'avais des canettes de peinture qui étaient empilées. Puis on avait mis un plywood par-dessus pour me faire mon bureau. Wow! Fait que ça, c'était mon bureau, tu sais. Puis le comble de tout ça, tu sais, c'est que c'était la seule place de la maison où il y avait la litière du chat juste en dessous. Fait que c'était des merveilleuses odeurs créatives. Ah, oui. Mais tu sais, c'est bien, hein, parce que ça pousse à être plus productif. Tu veux sortir vite, là. Dans le corpo, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, mais blague à part, c'est de même que j'ai commencé. Après ça, on a déménagé à l'Assomption. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir il y avait un garage qui était vraiment à part sur le terrain. Puis j'ai pu transformer il était sur 2 étages en plus. Fait que moi, je restais en haut, c'était comme un premier petit appartement, si on veut. Puis en bas, j'avais pu adapter ça comme un vrai studio. Là. J'avais une porte de garage, tout le kit. Là. Fait que c'est comme ça que ça l'a développé. Oui. Pour les fins connaisseurs, c'était quoi l'équipement que tu as acheté immédiatement quand tu avais ce petit budget-là? Oui. À l'époque, j'ai été chercher la Canon T4i. OK. Fait que je pense... Là, je suis plus Canon en ce moment, je suis Sony. Là, fait que je sais plus exactement on est rendu à où, mais si je me trompe pas, la suite Canon T8, T9, je pense que ça se fait encore. Là. Fait que moi, à l'époque, c'était la T4i. Okay. J'avais un petit micro Rode. Quand même. Un petit micro Rode. Micro cravate classique. Puis je m'étais... excuse-moi, j'ai ça. J'ai oublié de l'enlever avant de demander. Correct. Mais...
Avec un petit micro Rode, puis puis c'est ça, puis ma tour de montage, je l'ai fait monter, tu sais, fait que j'ai choisi mes pièces à l'époque, fait que c'est quand même une bonne tour de montage que j'ai roulé super longtemps, puis que là aujourd'hui, tu sais, à chaque fois que j'ai acheté un nouvel ordinateur, je gardais quand même l'ancien, tu sais, fait que aujourd'hui c'est comme l'ordinateur d'admin, on fait plus de montage dessus, mais il roule encore correct, tu sais, pour faire de l'admin, fait que voilà. Wow, c'est vraiment bien. Puis là, ben, en 12 ans, je te dirais que le marché de la production vidéo, là, tu es plus dans le corpo, là, tu vas switcher vers plus la fiction et tout ça, mais en ce moment, comment le corpo en 12 ans a évolué? Est-ce que la demande du client a changé, les prix ont changé, comment ça ressemble? C'est une très bonne question. Ça a quand même évolué. On est en ce moment là, dans les 12 à 20 dernières années, mettons. Là. Même, ça avait commencé déjà avant moi, qu'il y a eu une évolution où dans le fond, le matériel devient de plus en plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Fait que même moi, à l'époque, je me suis acheté une petite Canon T4i. C'était pas cher, une Canon T4i. T'sais. Mais si tu recules, il y a 20 ans, des caméras qui étaient bonnes, comme ma Canon T4i, que je sais plus, j'avais payé combien à l'époque, mettons 1000$. Oui, c'est ça. Mettons, j'ai payé 1000$ ma petite T4i, elle était aussi performante que le gars qui, lui, l'avait acheté 5 ans avant sa caméra, mais qui l'avait payé 30$. OK. Fait que ça a fait un impact technologique où ce que je dirais dans les 20 dernières années, 15-20 dernières années, la technologie a évolué très rapidement, puis c'est beaucoup démocratisé. Fait que du matériel de qualité devenait beaucoup plus rapidement accessible. Ben, c'est ça. Versus qu'à l'époque, tu sais, mettons, tu voulais partir en production vidéo, il te fallait des méchants budgets, là, tu sais, c'était des grosses caméras, tout le gear coûtait extrêmement cher. Fait que ça a eu cet impact-là. Puis en ayant cet impact-là du point de vue technologique, ça a attiré beaucoup de gens dans le milieu aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont pu se partir plus facilement. Fait que ça a augmenté la compétition. Fait que, tu sais, je dirais qu'au niveau des prix généraux pour une production, ça l'a diminué. Puis de là, moi, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui étaient récurrents, qui étaient le fun, puis que j'ai pu bâtir là-dessus. Fait que j'ai réussi à avoir quelque chose de récurrent. Puis tranquillement, pas vite, j'ai pu augmenter la qualité de mes productions. Fait que là, aujourd'hui, ce n'est là un peu où on est rendu, où il y a des clients qu'eux autres vont vouloir des vidéos corpo qui vont bien se faire pour un one-man army, là, mettons. Mais là, nous autres, on est plus dans des productions de plus haut niveau, fait qu'on va avoir des plus grosses équipes sur le terrain. Fait que ça va être des plus grosses compagnies qui, eux autres, sont encore prêtes à payer un bon prix raisonnable. Raisonnable. Pas être dénigrant, mais tu sais, quand même, qui ont un bon budget pour dire comme, écoute, on paye une grosse équipe. Fait qu'on va avoir une directrice artistique, on va avoir le preneur de son qui est à part, 2 caméramans, un grip avec nous autres, tout ça. Fait que, mais tu sais, pour se rendre là, ça prend quand même du temps, tu sais. Fait qu'il y a encore faut réussir à percer l'espèce d'océan de One Man Army. C'est intéressant. Puis on parle un petit peu du corpo, mais j'aimerais qu'on parle plus de la situation cinématographique au Québec, filmmaking. C'est quoi la réalité du marché du cinéma quand on se lance, quand on veut offrir peut-être ou juste créer une production de cinéma? Ça ressemble à quoi? Au Québec, c'est du haut de mon expertise, là, je ne suis pas encore tout calé dans tout ce qui se fait au Québec là-dessus, mais ce qui est triste, c'est que le Québec, on n'est pas assez nombreux au Québec pour que le cinéma puisse être autosuffisant. Ça veut dire que quand on vient faire un film au Québec, on regarde les meilleurs films que tout le monde a vus. Mettons, tout le monde a vu Bon Cop, Bad Cop. Ben lui, c'est un des rares films qui est à peine revenu dans son argent. Il n'a même pas fait de profit. Là, fait qu'au Québec, du cinéma qui fait du profit, ça n'existe pas vraiment. C'est inexistant. C'est un peu inexistant. Puis c'est pour cette raison-là, dans le fond, parce que c'est quand même un élément culturel très important, le cinéma. Puis on est bon, en plus, au Québec, en cinéma, on est vraiment doué là-dedans. C'est ça, ça va être le gouvernement qui va financer, dans le fond, tous les projets. Je comprends. C'est ça. Fait que c'est vraiment, rendu là, c'est vraiment une game de subvention. C'est ça. Puis c'est de la paperasse, c'est beaucoup de travail. Fait que, mettons, les compagnies de production en cinéma, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher plein de petits projets. Ils vont aller chercher comme plein de projets qui vont tous partir en même temps, puis ils vont faire de la paperasse pour chacun de ces projets-là, puis ils vont tous les présenter à tour de rôle là, au gouvernement pour espérer éventuellement avoir le financement pour en réaliser un dans cette gang-là. Fait que tu sais jamais lequel va déboucher. Fait que c'est beaucoup de travail de gestion puis de paperasse. Puis quelqu'un qui veut faire un film, et souvent, tu vas avoir comme une bonne idée, mais après ça, tu sais, être capable d'aller chercher le financement à répétition pour vraiment devenir un grand cinéaste québécois, c'est quand même rare. Là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mettons. Ce que tu me disais aussi dans le meeting, c'est qu'il y avait, dans le fond, la tendance, c'est que les gens ils se mettaient ensemble pour bâtir un projet. Oui, c'est ça.
Ça va un petit peu avec ce qu'on disait, tu sais, comme tantôt je parlais du travail autonome, du One-Man Army. L'industrie du cinéma fonctionne beaucoup comme ça. Fait que on est tous des travailleurs autonomes, puis on a toutes des spécialités. Puis le cinéma, c'est une forme d'art extraordinaire. On raconte des histoires, c'est très puissant comme médium. Mais le cinéma, dans le fond, c'est le seul défaut de cette forme d'art-là, c'est qu'elle coûte très cher à produire. Tu peux pas faire un film tout seul. Bon cop, bad cop. Fais juste regarder n'importe quel film, regarde la liste de crédits à la fin. Là, il y a des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Fait que, tu sais, c'est compliqué de... tu peux pas faire cette œuvre-là tout seul. Ce qui veut dire que chacun va développer une spécialité. Il y en a quelqu'un qui va être sa coche pour les décors, quelqu'un qui va faire le son, quelqu'un qui va faire la caméra, et ainsi de suite, quelqu'un qui fait juste le montage. Et dans le fond, tous ces travailleurs autonomes-là, quand il y a un projet qui est lancé puis que le gouvernement dit « OK, parfait, on finance tel projet », bien là, le mot se passe. Ça part comme les petites fourmis. Toute l'équipe vient se mettre ensemble. On monte une équipe complète de plusieurs centaines de personnes. On fait le projet, puis après ça, tout le monde repart de son bord. Right. Fait que c'est comme ça un peu que l'industrie fonctionne. Fait que c'est beaucoup de travailleurs autonomes. Puis quelques entreprises de production qui, eux autres, vont avoir certains employés à l'interne, tout ça. Mais ça va être vraiment plus la game de paperasse. Est-ce que tu trouves que ce moyen de fonctionnement-là au Québec devrait changer ou c'est correct en soi? C'est une très bonne question. Je pense que la réalité, c'est que oui, on n'est pas super nombreux au Québec. Fait étant pas super nombreux, on n'a comme pas le choix que le gouvernement en finance une partie. Ça, c'est un peu inévitable. Ce qui, je crois, serait intéressant de changer un peu au Québec, c'est d'essayer d'arrêter notre mentalité d'être né pour un petit pain. Là. OK, même dans le cinéma. Même en cinéma, mais tu sais, d'arrêter de devoir petit. Puis on est bon au Québec en cinéma. On est très bon. Puis si on fait des œuvres qui s'adressent juste aux Québécois, effectivement, on ne pourra pas venir dans notre argent. Je veux dire, on n'est pas assez nombreux, mais comme développons un peu une espèce de mentalité entrepreneuriale, peut-être, dans le cinéma. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu plus de kick entrepreneurial dans l'industrie, tu sais, du monde qui sont game d'aller chercher du financement de d'autres façons, tu sais, que oui, le gouvernement en fait une partie, mais que ce soit pas juste une game de papier, mais que ça puisse être éventuellement de bâtir vraiment une économie cinématographique, comme ce que les États-Unis ont fait. Que ce soit rentable, dans le fond. Que ce soit rentable. Quand tu regardes le cinéma américain, je veux dire, la job de marketing faite alentour d'un film est juste incroyablement, c'est poussé. Là, c'est une game d'argent, là, mais... Exact. Aux États-Unis, ils ont juste la chance d'être 330 millions. Versus que 9 millions, genre 8 points quelques. Ouais, 8 points quelques. Tu sais. Right? Puis surtout que nous, on est francophone. Je pense qu'au Canada, on est quoi, 33... Combien? 33 millions, l'affaire genre? Ouais, 33 millions, puis on est genre, c'est ça, 8. Fait qu'il y a le tiers du Canada. Même là? Ouais. Il y a le marché français, qui est autre chose. Le cinéma français, ça fait partie de... ils ont une industrie cinématographique très forte en France. Mais comme je disais tantôt, c'est que le cinéma, peu importe de où ce qu'on est, c'est une forme d'art qui coûte très cher. Puis là, on va souvent penser aux États-Unis, tu sais, puis les États-Unis, on dit, OK, oui, ils sont 330 millions, mais leur cinéma n'est pas autofinancé par les States. Fait que ça, c'est intéressant à savoir dans le sens que, tu sais, on va regarder Avengers, Avatar, tout ça. Le classique Avengers, là, ouais. Avengers, ça a coûté 1 milliard, Avatar, je pense, là, tu sais, c'est débile, là. Fait que ça, c'est des compagnies privées, right, qui ont leur propre équipe. Oui, c'est ça. Ça, c'était James Cameron, si je ne me trompe pas. Fait que je ne sais plus c'est quelle boîte de production, mais Avatar, c'est James Cameron, si je ne me trompe pas, le réalisateur. Mais fait que eux autres, ils vont... ce cinéma-là va être financé, oui, par comme plein de compagnies. C'est une compagnie privée qui fait ça. Mais ce qui fait que le cinéma va être rentable, au bout de la ligne, là, c'est le monsieur qui s'en va au cinéma puis qui achète son billet de cinéma. Oui. C'est de là que l'argent vient. L'argent ne tombe pas de n'importe où. Fait que comment est-ce que tu fais pour comme financer un film de 1 milliard? Tu peux pas te concentrer avec juste ton 330 millions d'habitants aux States. Fait que c'est ce qui fait que le cinéma américain, il est fort, c'est que c'est un cinéma qui est exportable, qui s'exporte partout à travers le monde. Tu t'en vas en Asie, avec tu t'en vas en Europe. Avec la langue. Que l'anglais, c'est un petit peu accepté un peu partout, dans le fond? Il y a le niveau de la langue, mais il y a une question de marketing il y a très longtemps. Le cinéma américain, il fait partie des premiers cinémas qui a parti. En fait, même avant le cinéma américain, à l'origine, les vrais premiers qui ont parti le cinéma en soi, c'est les Français. C'est les Frères Lumière qui s'appellent. Fait que les Frères Lumière, c'est eux qui ont comme créé la première
la première expérience cinématographique, de dire qu'ils ont découvert à l'époque, ils venaient de découvrir la caméra, là, fait que genre, ils ont fait on peut faire, on peut filmer une image qui bouge, tu sais. C'était extraordinaire. Les frères Lumière, ils ont pris cette invention-là, puis ils l'ont transformée en genre de projecteur, puis c'est eux les premiers à avoir fait une projection public, avec un public qui était dans la salle puis qui regarde un film. Des petites affaires de 10 secondes. Mais c'est de là que ça vient. Après ça, c'est que les États-Unis, eux autres, ils ont vraiment fait une job de marketing de fou, qui ont dit, regarde, nous autres, on ne garde pas notre cinéma juste chez nous. On a des bonnes idées de grandeur. On veut raconter des histoires vraiment cool. Fait qu'on va prendre notre film puis on va le vendre en Europe, on va le vendre en Asie, on va le vendre, tu sais. Fait qu'ils viennent chercher tous les marchés mondiaux puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à vraiment s'imposer comme le leader cinématographique mondial, tu sais. C'est intéressant. Puis, tu sais, on parlait aussi l'autre fois, c'est qu'il y a 2 marchés. Fait que, mettons, on prend les États-Unis, mais tu as aussi l'Inde avec le Bollywood qui est autosuffisant. Exact. Tu sais, ça, c'est donc, quand même comme intéressant. Là. Qui confirme la règle. Là. Exact. Fait qu'ils ont créé leur propre style de cinéma. Exact. Comme leur... ils ont créé leur propre style. Tu sais, Bollywood, eux autres, eux autres, c'est en Inde et dans le fond, ils sont comme 1 milliard d'habitants et plus. Il y en a du monde. Là. il y en a pour eux? quelque chose de même où c'est énorme. Là. Ils sont une méchante grosse gang. Ce qui fait qu'eux autres, comme quand ils ont une vedette, tu sais, mettons, là, nous autres, je sais pas moi, tu prends Michel Côté, qui était une de nos grandes vedettes ici. Tout le monde connaissait Michel Côté, on l'adore. Quand il jouait dans un film, les vedettes, les noms, ça attire ceux qui le connaissent. Ils font « Hey, Michel est dans ce film-là, on va l'écouter. » Fait qu'en Inde, c'est un peu le même principe. T'sais, les autres, ils ont leur propre vedette, ils ont leur propre écosystème cinématographique comme ça. Fait que quand ils sortent un film, tous les Indiens font comme genre, hey, tel acteur, on le connaît, on l'aime full, ou genre, telle histoire, on aime ça, tout ça. Mais ils sont tellement nombreux qu'eux autres peuvent être autosuffisants. Ça fait du sens. En Inde. Fait que c'est. Puis là, tu sais, les chiffres, ils ont peut-être changé dans les dernières années, là, mais tu sais, aux dernières nouvelles, c'était pas mal le cas, là, en général. Fait que Bollywood, c'est l'exception qui confirme la règle, mais somme toute, c'est une forme d'art qui coûte cher, puis qui, pour qu'elle soit viable et rentable, il faut que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes. Puis ça dit un peu ce que je disais tantôt, tu sais, être né pour son petit pain, c'est que si on garde ça fermé, puis on garde ça pour notre petit monde à nous autres, ça ne sera jamais rentable, tu sais. Puis je pense que, mettons, on reprend l'exemple du film Bon Cop, Bad Cop, c'est que là, il amenait l'aspect franglais, right? Fait que moitié français, moitié anglais, ça allait chercher du public anglophone, francophone, d'aller s'intéresser à ça. Peut-être que c'était plus facile, peut-être, d'aller... Peut-être. C'est une bonne question. Je ne suis pas certain que... je suis pas certain que ça va attirer un grand public anglais. À voir. Je pense que, tu sais, l'espèce de rivalité français-anglais... Nous autres, au Québec, à nous, c'est plus rattaché aux Québécois. On est comme la petite minorité gauloise au sein de l'océan anglophone. Si on veut, mettons, faire évoluer le cinéma québécois, ça serait d'aller peut-être chercher des pays plus francophones en Europe, fait que la Suisse, la France. Exact, ça en fait partie. Par exemple, je sais que dans l'industrie, là, mettons, le gouvernement, eux autres, ils aiment ça, les coproductions avec d'autres... d'autres compagnies de production avec la France, avec la Suisse, comme tu dis, puis avec d'autres pays francophones en Europe. Puis même les pays francophones africains. Ça, il y en a moins, là, mais il y a beaucoup de... En tout cas, en termes de collaboration cinématographique, j'en ai moins entendu parler, mettons, du côté Afrique, mais il y a effectivement quelque chose à faire là. 100%. Quelque chose à faire là. Puis, tu sais, avec l'Europe, dans le fond, le Québec, puis même les pays européens aiment ça faire des coproductions parce que, dans le fond, ils splitent les coûts. Fait que, tu sais, mettons, ton film, on met un chiffron, ça te coûte 5 millions. Mettons, comme plutôt que ce soit un 5 millions assumé par les différentes instances québécoises, on split ça 50-50, tu sais. Mais tu as quand même un film de fait, tu sais. Fait que ça te coûte 2 fois moins cher à produire. Ça répartit les risques aussi. Parce que, c'est ça qui est touché avec le cinéma. T'sais, oui, ça coûte cher, mais c'est pas comme de vendre des crayons là, ou des tasses. Ça veut pas dire que ton film va se vendre. Exactement. Un peu ça, si, mettons, je sais pas, ton film il sort, puis pour X raison, le public accroche pas, là, tu sais. C'est ça. Tu tombes dans le trou assez vite, là. Tantôt, on a parlé un petit peu de l'histoire du cinéma, les Frères Lumière, tout ça. Puis on parlait aussi ensemble que le premier film qui a mis en lumière la transition vers les... qu'est-ce qui est noir, les films noirs et blancs versus en couleur. Alice au Pays des Merveilles, qui a fait vraiment une belle transition là, dans le film. Là, quand tu regardes ça, je suis comme wow. Fait que Magicien d'Oz, c'est le premier qui a amené la couleur au cinéma. Oui, au niveau de la couleur, c'est le Magicien d'Oz. Fait que Magicien d'Oz, dans le fond, eux autres, puis c'est ça qui est cool, c'est que dans le cinéma, ils ont commencé l'histoire, si tu regardes le Magicien d'Oz, au début, c'était en noir et blanc. T'sais. Puis après ça, comme quand Dorothée, elle arrive, elle se fait prendre dans la petite tornade, tout ça, puis elle arrive dans le monde merveilleux, c'est là que tout a switché en couleur.
le monde ont viré fou, capotait. J'imagine, hein? Puis ben oui, tu vois de la couleur à l'écran, tu n'avais jamais vu ça avant. Là. Puis, la au seule place cinéma, qu'on on en voyait, s'entend, ouais, au cinéma, tu sais. En plus, ouais. Là, oui, à l'époque, les gens n'étaient pas en noir et blanc. C'est ça. C'est pas la caméra qui... Ah non? tout le monde était en noir et blanc à l'époque. Non, mais de voir ça, tu sais. Mais ouais. Mais de le voir à l'écran, les gens ont vraiment trippé. En fait, comme, wow, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait de la couleur, un peu, de temps en temps. Mais ça, c'était dessiné à la main, hein. Avant le Magicien d'Oz, là, je veux dire, comme des fois, il y en avait, mettons, pour des films d'animation, des choses comme ça, mais... Comme des cartoons de Disney, de Mickey Mouse, par exemple. C'est ça, des Mickey Mouse. Ils pouvaient avoir des fois de la couleur dans ces affaires-là. Comme Blanche-Neige. Tu sais, mettons, Blanche-Neige, ça, c'était en couleur, puis c'était avant le Magicien d'Oz. Voilà. Intéressant. On arrive en 2025. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus du début de ton entreprise. Là, tu veux approcher plus la fiction. C'est quoi ton plan de développement? Tu veux aller chercher justement une équipe plus grande pour aller chercher des contrats de gens-là? Tu veux financer des projets? Ça ressemble à quoi un peu? Je veux, mettons, nous autres, pour l'avenir, pour développer le volet plus comme fiction / documentaire, on a déjà commencé à emmener des nouvelles personnes dans les équipes. Ce qui veut dire que là, j'ai Matt Veillette avec qui je travaille maintenant, qui là, il s'est joint avec nous autres à temps plein. Fait que ça, je suis super content, bien reconnaissant. Puis c'est lui, il est vraiment sa coche côté DP. Fait que DP, c'est direction photo. Donc tout ce qui est la caméra, l'image, lui, il est vraiment bon. Il a travaillé sur des films américains, il a travaillé sur plein de choses là-dessus. Fait que, puis lui, les deux, en fait, on a un peu cette vision-là d'essayer de faire plus de fiction. La fiction, du documentaire, des vidéoclips, tout ce qui est créatif. Fait que lui, c'est vraiment un bel atout à l'équipe là, pour aller démarcher ce milieu-là. Puis vu que lui a déjà travaillé sur des plus grosses fictions, il y a des prises, il y a des contacts qu'il est capable d'aller chercher pour développer ce marché-là avec nous autres. Fait que ça, c'est le fun. Puis ce qu'on veut, puis ce que je veux faire, c'est qu'en tant qu'on veut se positionner vraiment en tant qu'équipe de production. Ce qui veut dire qu'en tant que boîte de production, on va attirer des projets. L'idée, c'est de comme voir, OK, y a-tu des réalisateurs qui ont des idées, qui ont dit hey, tel film, moi, je veux faire ça. C'est une bonne idée que j'ai. Qui viennent nous pitcher leurs idées. Puis nous autres, là, moi, on va s'atteler serré. On va aller chercher justement les subventions gouvernementales pour essayer de faire notre portfolio, développer ce marché-là, puis faire nos... Comme là, on fait déjà des petits courts-métrages, mais tranquillement, on veut aller vers du moyen puis du long-métrage de fiction. Fait que, voilà, c'est ça. Fait qu'on est ouvert à recevoir des projets. Là, on en a déjà un premier qu'on va jaser, qu'on commencerait à faire la paperasse cet été. Fait que déposer c'est quoi ce processus-là? Ça ressemble quoi à les challenges, justement, pour se rendre là? Parce que j'imagine en ce moment, puis depuis les 12 dernières années, le corpo, c'est un peu une vache à lait. Chercher, financer l'entreprise, puis que ça soit rentable. Si tu avais un choix, disons, est-ce que tu dirais que ça serait juste de faire de la production de documentaires, de fiction? Est-ce que tu ferais juste ça à 100% ou tu garderais quand même une partie corpo? Mettons que tu avais le choix puis tu avais l'argent. Mettons time, money, of course. C'est une bonne question. Je pense que... oui, je pense que je ferais beaucoup plus de fiction. Beaucoup plus de... Puis même le documentaire, c'est super, mais je pense que j'accroche beaucoup sur la fiction. C'est vraiment comme, mettons, ma passion originale pour le cinéma vient de là. Ça vient de la fiction. Fait que c'est ça qui est vraiment sur mon cœur. Ceci dit... Entre-temps, tu sais, comme quand mon chum m'a dit « tu sais, va te chercher ta caméra, puis t'offres tes services. » Puis là, j'ai comme vraiment découvert l'univers du corpo, que je ne connaissais pas avant. C'était, tu sais, moi, oui, j'avais à cœur de faire de la fiction, mais là, je suis tombé dans l'univers du corpo. Puis j'ai vraiment appris à apprécier ce milieu-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, de voir les différents entrepreneurs, tout ce qui se fait dans la vie, comment c'est fait, voir les entreprises qu'on a au Québec ou même dans le monde. Je trouve ça super intéressant, tu sais. Puis c'est un volet qui est vraiment le fun aussi à développer. Fait que je pense pas que, tu sais, mettons, demain matin, Money Unlimited, là, je pense pas que, genre, je tirerais à plug sur le corpo complètement, tu sais. J'imagine. Je pense que je le garderais quand même, qui continuerait de rouler, puis on irait, sans doute, choisir, tu sais, vraiment les projets niches qu'on tripe, tu sais, puis qu'on a le goût de développer, tu sais. Mais, non, c'est pas quelque chose que j'effacerais complètement, là. OK, c'est intéressant. Puis je suis quand même curieux parce que, disons, là, tu es dans ton processus, tu as un client qui t'approche. Comment tu fais pour pas le qualifier, mais dire, hey, je me vois travailler avec lui? Nous autres, quand il y a un client qui nous approche, ils vont nous écrire comme ils vont nous avoir trouvé sur le web ou quoi que ce soit, ou on se les fait référer. On fait tout le temps une première rencontre de qualification avec le client. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont nous... Puis souvent, là, on se rend compte que le client ne sait pas ce qu'il veut. Là. Ah, souvent? OK. Ça ressemble à quoi, genre, quand tu rencontres dans le sens que, tu sais, il dit « Ah, je veux des vidéos pour les médias sociaux. » OK, right. Mais c'est aussi vaste que ça. Tu dis « OK, ouais, mais nous autres, on veut voir à qui tu t'adresses, c'est quoi le besoin? Y a-t-il un besoin particulier? » Fait que, tu sais, il y a un côté marketing qui vient un peu en avant pour être capable de faire un bon vidéo. Parce que, tu sais, j'ai beau de faire la plus beau vidéo de la planète, mais s'il n'y a personne qui le voit,
sert pas Non. grand-chose. Tu sais. Non. Fait que... tu me répétais ta question, Lily? Ben, ouais, c'est ça, mais qualifier dans le fond. Fait que dans Ah oui, ce pour cas-là, qualifier. ben, tu sais, C'est ça. voir tes valeurs à toi, puis Ouais. hey, je me vois travailler avec lui, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on fait une première rencontre. Fait que, tu sais, on nous approche, ils nous disent un peu ce qu'ils aimeraient avoir, tout ça. On fait une rencontre, puis ça dure à peu près, mettons, une demi-heure, 1 heure. Puis là, on a une liste de questions déjà préétablies qu'on va vraiment creuser plus en profondeur pour comprendre c'est quoi le projet, c'est quoi leurs besoins. Puis après ça, qualifier, est-ce que nous, on est en mesure de les aider ou pas? T'sais. Fait que c'est pas tant, ça peut être une question qu'eux veulent nous choisir, mais ça se peut que nous, on ne veuille pas les choisir non plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans cette rencontre-là qu'on évalue si oui ou non on va faire un devis. Puis après ça, si le fit est bon, puis qu'on pense que oui, le projet nous intéresse, ça a l'air le fun, après ça, on va faire un devis, on propose, puis on fait les suivis avec les clients pour jusqu'à ce que le projet soit livré et complété. J'ai une petite question par rapport à ça, parce que quand on se lance en affaires, des fois, ça peut être difficile de dire non à un client parce que c'est une rentrée d'argent nécessaire. Puis, mais des fois, c'est comme je ne vais pas travailler long terme, mais j'ai besoin de ça. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça dans tes premières années, là, mettons? Oui. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai déjà été confronté à ce contexte-là de dire que des fois, tu dis, ouais, la job, c'est pas nécessairement quelque chose qui me parle ou c'est pas nécessairement comme. C'est payant, tu sais, littéralement. Mais c'est payant, tu sais. Fait que, puis, souvent, on va comme un peu. Dénigrer ça ou c'est comme mal vu, tu sais, puis on va dire comme non, tu sais, tu devrais prendre juste les clients qui te tentent, puis ainsi de suite. Puis souvent, c'est dans la mentalité. Puis, tu sais, moi, je dis, il y a tout le temps deux côtés à une médaille, là, tu sais, puis c'est vrai d'un certain sens que t'es mieux de... t'es mieux de prendre des clients ou des projets qui vont te parler, tu sais. Lance-toi pas à faire quelque chose qui te répugne au plus haut point. Okay? Il y a comme un extrême. Mais en même temps, de l'autre côté, moi, comme dans les débuts, j'ai pas mal dit oui à n'importe quel job qui pouvait être moindrement intéressante ou même des affaires que j'ai faites comme bof, ça me parle pas trop, mais j'ai pris la job quand même, puis c'est ce qui m'a permis de bâtir là-dessus aussi. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre là, en business. Là. Oui. Si tu n'as pas les fonds, ben, tu peux pas payer ton studio, tu peux pas payer tes caméras, tes affaires, puis à un moment donné, ton stock, il faut que tu le renouvelles. T'sais. Fait que, mettons, quelqu'un qui se lance demain matin, un jeune qui viendrait me voir et me dit hey, je me lance en production vidéo, est-ce que je devrais dire oui à tout et n'importe quoi? Non. Mais est-ce que, genre, tu devrais prendre, genre, 100% ce qui te passionne? Non. Tu sais, sois ouvert, des fois, à essayer de livrer des jobs qui sont peut-être moins dans ton créneau, mais que tu vas apprendre énormément de ça. Puis je pense que la connaissance, l'expérience, tout ça, c'est quelque chose qui est, genre, vraiment... qui est super important puis qui a une grande valeur aussi, tu sais. Fait qu'il y a une valeur éducative avec ce client. Il y a une valeur éducative, tu sais. Puis moi, je serais zéro ici aujourd'hui, genre là où j'en suis rendu avec ma business, si j'avais pas accepté des projets qui étaient moins cool, tu sais. Un de nos créneaux, là, nous autres, de notre côté, là, on a vraiment développé des belles relations avec beaucoup de municipalités au Québec. Fait qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont faire appel à nous pour différents projets, qui ont un événement qu'ils veulent promouvoir. Puis, tu sais, dans une ville, tu sais, c'est très... institutionnel, puis tu sais, des fois, il y en a des gigs que, mettons, la ville nous donnait, puis que c'est pas ce qui nous passionne le plus. C'était très de base, puis tu sais, ça ne demande pas la tête à Papineau pour réaliser ça, puis tout, mais c'est un besoin du client, tu sais. Puis est-ce que c'est la job qu'à tous les fois, on fait comme « Wow, c'est extraordinaire, ça a l'air cool comme projet », non. T'sais. Mais le fait que j'ai pu offrir un bon service aux clients puis être capable de donner le meilleur de ce qu'on peut donner, même si la job est plus simple ou est moins... c'est pas de la fiction qui touche à mon cœur. Mais on a quand même pu faire ce projet-là, puis ça a offert un bon service aux clients, ce qui fait que le client revient après ça, puis plus le temps avance, plus le client va t'emmener des projets cool. Tu deviens une genre de référence, puis on va faire comme, OK, mais là, on va commencer à penser à Dominique quand on a des projets justement qui sont plus complexes ou des affaires que là, ça devient intéressant. Mais au début, un client, ça se peut qu'il t'essaye avec des projets plus simples, plus de base, tu sais. Puis si tu lèves le nez sur tout ce qui se pointe, ça se peut que tu ailles faim à la fin de la semaine, là, tu sais. Ouais, j'aime vraiment ça. Tu sais, on peut pas se dire, genre, je sors de l'école, je connais tout, là, tu sais. Je vais avoir juste des clients en or. Fait que j'accepte pas ça, tu sais. Ben non, au contraire, tu sais, c'est... T'as tellement d'autres choses que tu n'apprends pas justement dans tes livres que tu apprends sur le plancher puis vice-versa. Fait que non, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu peux me parler peut-être d'une péripétie ou d'une erreur que tu as vécue, que tu as faite avec un client puis tu es comme merde, j'aurais dû y penser, j'aurais dû me préparer plus, là, tu sais. Ouais. Ça arrive tout le temps, ça. Ouais, OK. Encore actuellement, mais dans le sens que... Non, mais dans le sens que, tu sais, ça peut arriver encore... oui, ça peut encore arriver, tu sais, parce que
nous autres, je veux dire, tous les projets qu'on prend, on vise tout le temps plus haut. Puis on arrive tout le temps avec des projets de plus en plus complexes aussi. Fait que... De surpasser toujours, dans le fond? Oui, on vient tout le temps surpasser. Ça fait partie un peu de mes valeurs. Puis je suis un gars, j'aime les défis. Fait que puis ça fait partie du côté de ce que j'aime apprendre. J'aime ça. Fait que comme quand on m'arrive avec un nouveau défi, souvent, je vais comme aller à 2 pieds là-dedans. Je vais comme, OK, good. Puis j'ai une certaine capacité d'organisation qui me vient de ma femme. Ça, c'est pas mon talent à moi. Mais ma femme, elle est bien organisée puis elle déteint sur moi tranquillement. C'est une bonne chose. Mais ça me permet d'être... comme quand je vois une situation ou quand je vois une problématique, des fois, j'ai pas la réponse, ce que j'aurais appris dans un livre ou quoi que ce soit, là, mais je vais être débrouillard. Je vais être comme, OK, comment est-ce qu'on peut... Ouais, on découvre les solutions, on les fait au fur et à mesure. Fait que, des fois, oui, il y a des projets qui sont plus complexes, puis Puis c'est ça, puis plus on se rapproche du cinéma puis de la fiction, il y a tellement de paramètres qui s'entrecroisent, des spécialités qui s'entrecroisent. Des fois, c'est dur de comme, tu sais, on peut pas vraiment 100% prévoir tout ce qui va se passer, tu sais. Fait qu'il faut être débrouillard, faut être créatif, puis imaginatif on the spot, tu sais. Fait que, oui, ça peut arriver, là, qu'il y a encore des projets qu'on fait comme, Colin, on n'avait pas pensé à ça, tu sais. Mais c'est pas grave, on se revire, puis on est capable d'offrir vraiment toujours le meilleur service aux clients. Puis que ça. Puis pour le client, il faut que ça ait l'air que ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. Oui, c'est ça, parfait. Tant que ça flotte, que ça va bien, des problèmes, tous les business en vivent. Là, tout le monde en a des problèmes. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est comment tu réagis face à un problème. Puis quand tu vois tu as un problème qui se pointe, tu le prends comme une opportunité ou tu trouves des solutions, c'est là que ça montre la qualité de l'entrepreneur que tu es puis la qualité de l'entreprise. T'sais. Puis même des fois, je me dis, mets-toi à la place du client. Moi, je suis le client, j'engage une compagnie. Puis là, je vois qu'il y a quelque chose qui commence à être un petit peu plus tendu. Il y a quelque chose qui s'enligne un peu moins bien, mais toute la façon comment mon fournisseur va réagir, ça va complètement changer mon expérience. T'sais, des pépins, il peut en arriver que ça aille bien ou que ça aille pas bien, ou que ce soit une super grosse boîte ou une petite boîte. Là, Fait qu'il peut en avoir des problèmes, mais si je vois qu'ils sont comme hey, écoute, Dom, inquiète-toi pas, on va t'arranger ça, regarde, on a pensé, on va faire ça comme ça, puis je vois que la personne est proactive, moi, en tant que client, au bout de la ligne, je vais être satisfait. Je vais être satisfait du service qui m'est rendu, puis on arrive à atteindre l'objectif. Numéro 1, fait que je vais te rappeler par la suite, puis je vais avoir confiance que s'il arrive de quoi, je le sais que tu as la bonne attitude. C'est l'attitude qui fait toute la différence de l'entrepreneur, tu sais. Fait que... C'est intéressant. Puis on est comme... Je pense qu'il faut être à l'aise avec des inentendus, des choses qui peuvent arriver. Par exemple, une carte SD qui ne fonctionne pas, il y a une erreur. Un son qui ne fonctionne pas. Tu sais, dernièrement, je tenais à vous voir, moi, ça ne me dérange pas, là, mais j'ai filmé une formation récemment en studio, puis j'ai remarqué que, justement, le son c'était pas synchronisé avec la caméra. C'est ça. Après, comme 5 heures de shoot. Fait que là, je dis, avec les clients, je dis, ce qu'on peut faire, on va juste refaire un autre planif. On peut continuer plus tard aujourd'hui. On fait un autre plage horaire de supplémentaire gratuit, évidemment. Fait que c'est s'adapter, puis c'est comme... Exact. All right, c'est cool. Finalement, OK, parfait, puis on se reprend, puis c'est good. C'est ça. Puis, tu sais, j'imagine de ton bord, dans cette expérience-là, le client au bout de la ligne, il a été satisfait, il était content. Oui, c'est ça. Exact. Puis c'est ça qui fait la différence. C'est que tu offres un bon service. Tu sais, Amazon, là, ça va arriver des fois que ton paquet il arrive en retard. Mais tu sais que pourquoi on continue de faire affaire avec Amazon? Parce qu'on sait qu'ils vont toujours nous livrer. C'est vrai. Ils vont toujours nous livrer. Fait que même si je reçois un paquet en retard une fois, ils vont te redonner un crédit. Ils vont te rembourser tout le temps. Écoute, tu sais que tu n'auras pas de trouble. Fait que ça devient un no-brainer. Fait que même si tu es Amazon, ben ça peut arriver des petits accros, des pépins, mais c'est comment tu réagis face au problème. Puis là, tu me fais penser une histoire. Là, attends. C'était quoi une histoire d'horreur qui m'était arrivée, là? Une que je raconte, ça remonte, ça, c'était vraiment plus dans mes débuts, OK? J'avais commencé à faire ce qu'on appelle du time-lapse. Fait que c'est des vidéos qui sont en accéléré. Fait que, mettons, il y a une bâtisse qui se construit. On a des caméras qui sont sur place 24/24. C'est ça, pendant plusieurs années, là, tu sais. Fait que... OK. Oui, c'est ça. C'est des projets qui s'étalent sur des années. Là, fait que tu as les caméras qui sont là puis qui filment l'ensemble du truc. On avait commencé à faire ça, tout ça. On avait fait quelques-uns que ça avait bien fonctionné. Puis à un moment donné, il y en a un que... Comment ça s'était passé? En tout cas, j'avais placé mes 2 caméras. Puis tous les pépins possibles et imaginables techniques qui pouvaient se passer se sont passés, tu sais. Puis des fois, en construction, tu sais, t'as comme un moment où, tu sais, de semaine en semaine, ça n'a pas de l'air d'avancer beaucoup. Puis que là, un moment donné, dans une semaine, vroom, ça monte bien vite, tu sais.
Fait que ça, c'est le genre d'affaire qui arrive. Puis là, le problème qui est arrivé, c'est que, tu sais, au début, il se passait pas grand-chose. Mes caméras roulaient, ça allait bien, tout ça. Puis là, j'allais sur le set pour être sûr que mes caméras roulaient comme il faut, tu sais. OK. Puis, à un moment donné, genre, je pars, mes caméras, c'est beau, je reviens la semaine suivante. Puis, je me suis rendu compte que c'était pendant la semaine de canicule. Ça l'a fait surchauffer les sensors dans les caméras. Tout a planté. On n'a rien pogné de cette semaine-là. Wow. C'était la semaine où tout a monté. C'est tout le temps là que ça arrive. Crazy, là, l'autre fois, Oh, puis là, après non. ça, là, j'étais comme, oh non, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai récupéré le data que j'étais capable. Finalement, tu sais, pour le client, je l'ai carrément refait en CGI. Là. Fait que, Ah, ouais, en c'était- CGI. ouais, Oh my fait God, que ça doit être... ça a été intense. Là. Mais j'ai appris. Hein? Hey, en CGI, là, J'ai- parce que on s'entend, le building est bâti, là, on peut pas le refaire, là. Ben, c'est ça. Fait tu sais, que c'est on comme- ne le remet pas à terre pour le Tu remonter. l'as là, remodelé tu sais. en Fait que ligne, faut le je l'ai- faire. je l'ai remodelé. J'ai dit, tu sais, pour être sûr que ça marche, puis qu'au bout de la ligne, tu sais, ça puisse servir d'outil promotionnel quand même. Oui. Fait que je suis super content. Puis, tu sais, on fait encore affaire avec ce client-là. Puis Incroyable. là, il n'y en a plus de ces pépins-là. Là, j'ai réglé les choses. J'ai su identifier les bons types de caméras. des Comment choses tu comme gères ça, une mais- canicule, justement, là? C'est parce que, OK, il y a des caméras qui sont faites pour... Ouais, là, j'ai j'ai trouvé d'autres types de caméras là, qui sont faites pour ça. Que, tu sais, je pense qu'ils sont bonnes jusqu'à genre 60 degrés. Là. Fait que, Ouais, ok, ouais. Puis genre, ils peuvent aller jusqu'à comme du moins 40, moins 50. Ok, tu sais, ouais, puis c'est tu sais que ça plantera pas. Tu sais, c'est des tanks. Là. Ouais, Les caméras sont faites tough. Fait que voilà. Fait que tu sais, ça a été Wow. un moment où on a dû le refaire, mais on a offert le meilleur service aux clients, tout ça. Puis on les a même fait un rabais. Là. On les avait ça. On les avait envoyés, je pense, enlever un 50 là, tu sais, carrément, parce que... Puis après ça, comme, tu sais, la job a comme continué, puis tout ça, puis à un moment donné, genre, je suis revenu, puis j'avais juste plus de... Genre, il me restait une caméra sur mes deux qui étaient sur place, puis j'étais comme, coudonc, ce qui s'est passé. Puis on s'est rendu compte que c'est probablement, genre, un oiseau qui a juste, comme, rentré dans la caméra, est tombé en bas du building, puis ça a non. tombé que c'était la semaine de l'excavation, fait qu'elle est rendue dans le sol, quelque part, à Montréal. c'est trop drôle. OK, Mais ils ont tu sais, coulé tu le sais pas- sol, puis c'est dans... Ouais, genre, ça doit être quelque part Nice. là. Je l'ai jamais retrouvé, là, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais. Des choses qui arrivent. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'était vraiment back in the days. Là, on commençait à faire du time-lapse. Ouais. Les caméras avaient bien fonctionné pour mais ça, certains c'est- trucs, puis tout. Mais là, tu sais, on a découvert un peu la limite de, On de s'entend, ce qui comme, était... est-ce que, à quel niveau tu peux te préparer à ça, right? C'est surtout non, quand tu tu peux commences, pas le right? savoir, là, tu sais, je veux dire. Tu tombes dans... tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est fou, comment on peut pas penser, puis c'est comme, OK, puis là, ben, on fait quoi? On est en mode solution. Est-ce que tu dirais que les gens, surtout dans notre domaine, font affaire avec la personne devant elle plus que le prix? Oui. Je te dirais que le prix va quand même jouer. En fait, tu sais, le prix, il joue tout le temps quand c'est une première fois que tu fais affaire avec quelqu'un. Tu sais, mettons, il y en a beaucoup des entreprises qui, eux autres, vont arriver, puis, tu sais, ils vont... Il y en a que c'est des magazines de prix. Ceux-là, tu ne veux pas, ces clients-là. Non, c'est eux puis autres tu qui vois sont tout les de plus suite, hein, chialeux, en plus. j'imagine. C'est eux autres qui sont les plus... Ouais, c'est quoi ouais. t'as dit, ce que je- J'imagine tes voix tout de suite, là, tu sais, dans ton cadre. Oui, tu sais, précal, c'est là. comme, mettons, tu sais, on t'approche, on dit, on demande quelques soumissions, tout ça. Tu sais, ça, tu peux poser la question, tu dis, OK, ben pas de problème, va nous faire plaisir. Il y a savoir, il y a combien de soumissionnaires sur le projet? Ouais. Il y en a 15. C'est une bonne question à savoir, ça. Ben oui, non, mais mais Ouais, demande-les, c'est ça se pose. Ben oui. Tu sais, ça se pose. Je veux savoir, on est combien de soumissionnaires? S'il dit que vous êtes 15, là, ben, il veut pas travailler avec toi. Non, Là. Tu sais, lui, il fait juste genre, il va gosser filtre. sur les petites affaires, il filtre les affaires. Fait que tu sais que ce client-là, tu le veux pas anyway. Mais après ça, tu sais, il va avoir, mettons, 3-4 fournisseurs. Tu sais, comme quand ils vont dire on en choisit 3-4, Ouais. souvent, les clients vont choisir des fournisseurs potentiels qui sont à peu près dans les mêmes ranges. Tu sais, ils vont dire, comme ils vont prendre, mettons, un fournisseur qui a de l'air comme moins expérimenté, d'autres, genre 2-3 équipes qui, eux autres, ils disent que ça a l'air du bon sens, puis une autre équipe qui a de l'air vraiment sa coche, mettons, tu sais, à leurs yeux, à eux, tu sais. Right. Fait qu'ils vont faire soumissionner ça va leur donner une genre de petite fourchette de prix, tu sais. Mais souvent, puis tu sais, tout ce qui est dans le gouvernemental aussi, on fait beaucoup de trucs pour le gouvernement, des municipalités, tout ça, ben comme quand c'est des appels d'offres, ça, fait que, tu sais, Ouais. puis c'est le moins cher soumissionnaire. Mais tu sais, une municipalité, genre, mettons, qui veut, elle s'attend à un certain rendu aussi. Oui. Fait que, tu sais, elle fera pas soumissionner un one-man band qui a commencé il y a 2 mois. Non. Tu sais, parce que tu sais pas s'il va te livrer le C'est produit. Là. Fait que, tu sais, comme quand il y a des appels d'offres comme ça, ben souvent, tu sais qu'il y a quand même la brochette de gens qui vont soumissionner. C'est somme toute dans les mêmes genres d'entreprises. Fait que, étant toutes dans le même genre de niveau d'entreprise, tu sais, les prix vont se ressembler, tu sais. Puis là, après ça, c'est sûr que, tu sais, nous autres, il y a un aspect créatif, qui est très subjectif, là. En création, tu sais, comme des fois, il y en a des compagnies qu'eux autres vont comme comprendre le projet d'une certaine façon. Ouais. Ils vont comme bider un prix qui est comme pour du gros premium puis tout le kit.
Puis, il y en a d'autres qui vont comme avoir peut-être porté un petit peu plus d'attention aux clients, vraiment ses vrais besoins. Puis, on va dire, ah ben check, sais-tu, on pourrait te fournir le premium, mais tel produit va répondre amplement à ce que tu as de besoin. T'sais. Je te vendrai pas quelque chose que tu n'as pas quelque chose que tu n'as pas de besoin. besoin. Là, ça, c'est... En tout cas, moi, je fonctionne de même, là, dans le sens que, on vient s'adapter aux différents besoins. Il y en a des jobs que ça va être encore un one-man band qui va y aller, puis tu as juste besoin d'avoir quelqu'un qui fait le tour de l'usine, qui filme un peu les gars qui travaillent, puis on fait un petit montage le fun, 15-30 secondes avec ça. Tu sais, je ne vais pas te vendre un preneur de son, puis le gars de drone, puis le gars de... Quand on shoot en studio, un directeur artistique, c'est ça, là, tu sais. Ça répondrait pas nécessairement à ton besoin. Fait que... Oui, c'est le fun des jobs où on a une grosse gang puis on peut dire hey, on met la coche, là, on va filmer en Harry Alexa. Ça, c'est comme la grosse kingpin des caméras. Là. Okay. Mais c'est ça, mais c'est pas tous les projets. Là, une municipalité n'a pas besoin que son projet soit filmé avec une Harry Alexa. Okay. Une Sony, Sony A7 III, ou, ça peut faire la job en masse. Là, fait que voilà, c'est ça. C'est d'être capable d'offrir vraiment la meilleure qualité possible pour les besoins du client. Fait que ça va-tu à la TV, c'est juste pour le web, c'est une publication Facebook ou c'est la vidéo qui va rouler en continu sur ton site web. Fait qu'il y a plein de choses à considérer là-dedans. Y a-tu quelqu'un qui pourrait t'approcher, qui te propose un projet, tu dis hey, je suis pas à l'aise, j'en ai jamais fait, puis ça m'intéresse pas? Tu as dit les mariages, là, mais je veux dire... Ouais. Bonne question. Nous autres, en ce moment, on fait pas vraiment de 360. Fait que, tu sais, des vidéos immersives, là, ça, on n'en fait pas vraiment. J'ai quelques clients niches que j'aime bien, puis que, tu sais, eux autres, je suis capable de dire comme, OK, je sais c'est quoi que vous avez besoin. Fait que, tu sais, là, je vais aller là-dedans. Mais des fois, des affaires qui sont comme... trop poussé, genre il y en a next level, tu sais, il y en a des fois que je vais dire comme écoute, tu sais ça t'es mieux d'aller voir Cossette là ou tu sais mettons tu sais des gros projets, tu sais j'ai pas nécessairement la capacité de gestion, j'ai pas l'équipe administrative pour être capable de gérer un projet d'une certaine ampleur. Ben tu sais là oui, effectivement, je vais le dire aux clients, mais comme je dis, tu sais moi je suis un gars qui aime les défis. Fait qu'en même temps, tu sais ceux qui veulent avoir une production avec 50 personnes sur le set, ben souvent, ils vont pas tomber sur mon site web. Fait que, faut qu'on se rende là. Puis, mais de fil en aiguille, on prend des projets qui sont juste une petite coche en haut de ce qu'on est habitué de faire. Cool. Puis c'est quelque chose de bon en business d'être capable d'être juste un petit peu inconfortable. Faut jamais faut jamais que tu deviennes trop confortable parce que quand tu deviens trop confortable, tu deviens paresseux. Hein? Puis qu'est-ce qui arrive? Tu stagnes, j'imagine? Tu vas stagner, puis... Oui, c'est ça. Tu vas stagner, puis à un moment donné, tu vas même tranquillement pas vite, la qualité de ton service risque même de diminuer parce que tu es rendu habitué, puis ça devient le genre de poutine, puis c'est trop redondant, c'est trop pareil. C'est trop facile, dans le fond. Ben là, je parle dans mon domaine parce que on est des créatifs là, dans mon domaine. Là, fait que il faut que ça sorte un peu de l'ordinaire. Là, fait que... OK. Puis là, c'est pas une règle absolue. Il y en a du monde que, je sais pas, moi, il y en a des vidéastes qui, eux autres, qui ont comme tombé dans le mariage, ils trippent mariage, ils font que du mariage, ils en filment 50 par année. Ben, c'est cool, tant mieux. Là. Mais en général, même si tu fais juste de ça, ben, comme des fois, tu peux faire comme, hey, je vais mettre juste un petit peu inconfortable, puis je vais essayer d'offrir un petit service de plus aux clients. Acheter un drone, peut-être, justement. Acheter un drone, je vais faire du drone. Fait que tu viens tout le temps t'améliorer un peu comme ça. Fait que quand tu es juste un petit peu inconfortable, c'est ce qui pousse la barre un petit peu plus haut, puis c'est ce qui fait que tu es capable de te tenir serré, de faire comme, d'être sur le qui-vive, puis d'offrir vraiment la coche. Puis sortir du lot, parce que comme on disait au début de l'épisode, c'est que l'accessibilité de l'équipement est beaucoup plus facile en 2025. Tout le monde peut se partir en production vidéo avec leur iPhone. Fait que là, c'est comme qu'est-ce que tu offres de plus, right, que les gens ne font pas. C'est ce qui va faire la différence. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, est-ce que les gens font plus affaire avec comme la personne versus le prix? Tu sais, il y a le volet prix, mais souvent, une fois que... Puis ça, je sais pas pourquoi dans mon domaine, là, mais moi, j'ai beaucoup de clients que... Mettons, on les a gagnés au début, on a fait un petit crédit ou quelque chose, puis c'est un client que ça nous tentait de travailler avec. Puis une fois qu'on a commencé à travailler avec eux, les clients sont très fidèles, puis ils reviennent. Puis ça, moi, je suis super reconnaissant de ça. Puis justement, on regarde sur le qui-vive, on se tient serré, on offre tout le temps genre le meilleur service possible. Mais les clients reviennent souvent parce que notre équipe est smart. On se le fait dire souvent. C'est une de nos forces de dire on est sympathique. Puis c'est comme sur un plateau de tournage, c'est agréable, c'est le fun, c'est léger. Les intervenants qui vont parler la vibe est là. La vibe est là. Puis tout le monde fait bien son travail, tout le monde est souriant, tout le monde est poli.
Puis, tu sais, tu te sens pas rushé, tu te sens pas pressé. Tout le monde est compréhensif. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment notre réputation de notre boîte, c'est comme ça. Puis, j'en ai beaucoup des clients qui, comme quand ils retournent chez nous, ils me disent qu'ils apprécient ça, puis ils disent comme, hey, écoute, on a fait affaire avec une boîte avant, tu sais, puis ça allait pas, le réalisateur crie après les enfants. Puis, j'ai déjà entendu ça une fois. Là, j'ai fait comme, ça va pas bien. Ça va mal à la shop. C'est ça, ouais. Ouais. Mais j'ai entendu que, tu sais, je sais pas pourquoi, mais dans le milieu vidéo, tu sais, il y en a beaucoup que la vibe est pas tout le temps super sa coche, tu sais. Ouais, c'est plus comme commande, là, puis... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, déjà, puis ça, c'est valable pour n'importe quel corps de métier. Tu sais, juste d'être sympathique et accessible, d'être un humain. Tu sais, moi, je me focus plus sur les réseaux sociaux, création de contenu. Puis il y en a beaucoup d'agences créatives dans mon genre que ils voient ça plus comme une business puis une comment je pourrais dire ça, une machine à saucisse, là, tu sais, répétitif, template, puis on roule, on a un meilleur prix ever, puis on garantit des résultats, tu sais. Je trouve que ça fait comme un clash avec la créativité qu'on offre, là, tu sais. L'ouverture, puis la différenciation. Fait que je trouve ça un petit peu poche, là, mais... C'est vrai. Ben, tu sais, ça, c'est vrai que c'est un marché de même. C'est comme ça se démocratise. Fait que de plus en plus, la compétition devient de plus en plus féroce. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quelle sphère. Là. Là, je vais donner un exemple. OK? Je suis vraiment pas expert en crayon. Mais mettons, tu prends des crayons Bic. Là, OK? Genre, un Bic, là, ça coûte rien. Genre, mais tu sais, ça écrit bien, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais pas, ça vaut 5 cents le crayon, là, quelque chose de même. Là, tu sais. Fait qu'il y en a, mettons, une nouvelle compagnie qui va se lancer à faire des crayons. Elle peut aller dans ce game-là, je te fais la plus grande quantité de crayons possible. J'ai mes machines automatisées. Plan, moi, je te sors 50 000 crayons à toutes les minutes. Puis, voilà. Fait qu'il y a toujours il va toujours avoir du marché pour du beau, bon, pas cher. Rapide. Il va tout le temps en avoir, tu sais. Mais en même temps, tu regardes ça, puis tu as des crayons Montblanc qui se vendent, je sais pas, 500$ le crayon. Voilà. Je connais pas ça. Mais tu sais, pourquoi... Ben, c'est vrai, mais tu sais, oui, il y a un marché pour ça. Mais après ça, il y a toujours du marché pour du high-end. Ouais. High-end. Ben, tu sais, c'est une bonne comparaison, les montres. Je veux dire, tu peux en trouver c'est de l'or, là. C'est affaire cheap chinoise, si tu veux, à 10$. Ouais. Pourquoi les gens achètent de la Rolex? Ben, c'est ça. Parce que tu sais que, mettons, Rolex va garantir une réputation, va avoir une réputation, puis tu vas avoir un super service. Aussi, Fait qu'il y a comme un peu il y a tout ce volet-là qui vient distinguer l'entreprise. Puis ça ramène un peu à ce que tu disais tantôt, là, de dire que est-ce qu'au début, tu dois accepter n'importe quel gig et tout le kit, là. Mais comme quand tu commences, il faut avoir une certaine humilité et d'être prête à, en faire des fois du beau, bon, pas cher. Parce qu'il faut que tu commences quelque part. Il faut que tu fasses valoir ton nom. Fait que, tu sais, des fois, il faut accepter de piler un peu sur son orgueil, à mon humble avis. Puis là, tu sais, il y a certaines limites. Moi, quand j'ai commencé, là, j'étais zéro d'un prix. Là, c'était pourri. Là, genre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas cher. OK, ça n'a pas de sens. Mais, fait que, tu sais, un juste milieu. Mais tu sais, oui, au début, j'étais dans du beau, bon, pas cher, tu sais. Mais ce qui a fait la différence, c'est le service. Puis, comme je te dis, tu viens tout le temps upgrader un petit peu le niveau de qualité, upgrader tes standards, puis c'est comme ça qu'au fil du temps, au fil des années, tu vas développer une réputation, tu vas développer une confiance, puis la clientèle, le mot va se passer, ça va commencer, tu sais. Fait que, puis dans notre domaine là, de créativité, c'est beaucoup du bouche à oreille aussi, là, beaucoup de bouche à oreille, tu sais. Fait que si tu fais bien ta job, le bouche à oreille va faire boule de neige tranquillement, puis tu vas développer un genre de roulement. Mais puis, tu sais, pour ça, la seule chose que tu as à faire, la première chose que tu as à faire, c'est à rester accroché. La seule chose qui va faire que tu peux perdre, c'est si tu abandonnes. Si tu n'abandonnes jamais, tu es encore là, tu sais. Fait qu'au bout, souvent, on parle en business, le premier cap, c'est le 5 ans, là. Oui, mais c'est vrai. Que, tu sais, genre, je sais plus c'est quoi les stats, là, mais comme, genre... Mais moi, ça a été littéralement ça, là, 5 ans, 5e année, là, ça marche, tu sais. Mais dans le sens, c'est deux business, là, je suis parti de deux business. Mais merci. Fait que, mais oui, puis c'est des vraies statistiques, là. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup à chaque année, il y en a un méchant paquet de monde qui se lance en affaires, tu sais. Un méchant paquet. Mais le monde se lance, tout ça, puis... C'est tough être en affaires, tu sais, justement, tu as le service, tout ça, ben, tu sais, c'est pas juste une question de qualité du produit que tu offres, tu sais. Des fois, il y a du monde qui, eux autres, ils vont se lancer en affaires, ils vont dire, hey, moi, je suis tanné de mon boss, moi, je fais le meilleur job que lui, il est tout le temps assis dans son bureau, puis il fait rien, tu sais. Ben oui, c'est caricatural, là, mais tu sais, ils vont dire, ben, moi, genre, je suis un graphiste de feu, je te fais des designs vraiment sacoches, mais là, tu mets le pied dans le monde de l'entrepreneuriat, tu fais...
oh, OK, comment je fais pour attirer des clients? Fait que là, tu deviens un multi-chapeau, là, tu sais. Fait que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y en a un méchant paquet qui vont partir, mais ça fait un feu de paille, puis après 2-3 ans, c'est fini, tu sais. Parce que financièrement, c'était pas viable, là, tu sais, ou qui refusaient trop de contrats, ou il y avait de la misère à en attirer. Il y a plein de raisons qui peuvent amener ça. Ou juste qu'ils se rendent compte que là, ouais, non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi parce qu'il y a trop de gestion, il y a trop d'admin. Moi, c'est pas ça que j'aime faire, tu sais. Fait que le premier cap, c'est le 5 ans. Après ça, tu as comme le cap du 10 ans, puis après ça, celui du 15. Puis plus tu avances dans le temps, ben c'est tout le temps des nouveaux caps, tu sais, qui solidifient encore l'entreprise, puis ça t'emmène ailleurs, tu sais, tout le temps à un autre niveau. Fait que cap 5 ans, cap 10 ans, puis là, 15 ans, 20 ans... À chaque fois que tu franchis ce cap-là, est-ce que tu te remets en question à savoir faut que je réinvente un peu ma formule, faut que peut-être j'approche ça différemment, faut que j'investisse dans certaines parties de mon entreprise, faut que j'engage? Ouais. T'as-tu été confronté à ça? Oui. À différents... Ouais. Ouais. Comme je disais tantôt, tu sais, moi, je fais tout le temps des affaires qui sont comme une petite affaire plus haut. Fait que, tu sais, oui, j'ai été confronté à engager éventuellement. Oui. Puis, tu sais, ça a été un des premiers caps qui, pour moi, était quand même un gros cap. T'sais. Mon premier cap, c'était les 5 ans. Puis là, genre, je m'étais juste accroché à faire comme, je vais survivre. je vais passer le 5 ans, puis je suis capable. Fait que, tu sais, mon premier 5 ans, j'ai pas fait une maudite scène, là, pour vrai. C'était n'importe quoi, mais j'ai développé des skills, par exemple. J'ai appris à être un entrepreneur, point. Juste être en business, c'est quoi, tu sais. Fait que j'ai appris ces skills-là pendant les premiers 5 ans. Puis j'ai eu la chance de dire que j'ai commencé jeune. Là. Comme je disais, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Fait que j'étais encore chez mes parents. Moi, là j'avais pas un loyer, j'avais pas 4 enfants. C'est vrai. Fait que ça a été un bon move que j'ai fait. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a du monde qui nous écoute, là, qui disent... qui aimeraient peut-être ça se lancer en affaires, ou des jeunes qui écoutent le podcast, genre, plus tôt tu te lances, mieux c'est, parce que t'as moins de... Tu peux vivre ça, t'as pas de responsabilité. T'as moins de responsabilité. Fait que, tu sais, ça te permet de dire que même si ta première année n'est pas sa coche, t'as un toit sur ta tête, t'as de la bouffe, tu sais, tu peux passer au prochain. Fait que, moi, ça a été le premier cap. Après ça, j'ai eu une première employée, dans le fond. Puis, tantôt, on parlait d'être sympathique. Là, fait que, oui, c'est valable pour les clients qui vont devenir récurrents, mais c'est valable aussi pour attirer des employés puis du staff. Fait que, moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est une amie à moi, une connaissance du cégep qui avait étudié en cinéma, elle aussi. Puis, c'est elle me talonnait. Elle dit, ah non, Dom, je veux travailler pour toi, Fait que j'ai fait comme, OK, ben, regarde, je vais essayer. On commençait temps partiel au début, puis tout ça. Puis regarde, finalement, ça a bien marché, tu sais. Puis ça, je pense que c'était 2017, si je me trompe pas. Wow. 2017, que j'ai eu une première employée, tu sais. Puis en affaires, ça, c'est des gros caps. Comme quand tu commences à avoir un premier employé. Puis là, je vais dire ça de même, là. Tu sais, mettons, une entreprise qui a 100 personnes engage un nouvel employé, c'est 1% d'augmentation sur le chiffre d'affaires. Quand tu es tout seul, puis tu passes de tout seul à 2, c'est 100% d'augmentation de ton staff. C'est énorme, là. Genre, tu sais, c'est un gros step. C'est dur de dire comme, hey, là, c'est plus juste une question de moi. Je prends, genre, j'ai des clients ce mois-ci, je n'ai pas le mois d'après, c'est pas grave, je vis sur mon petit paquet, tu sais. Ben, comme quand tu as un employé, tu as quelque chose, c'est ça, tu as quelqu'un qui t'es redevable, tu sais, de payer un moment, puis tu sais, de lui donner l'ouvrage, tout ça. Fait que ça, c'est des gros steps. Fait que tu sais, ça a été comme premier employé, ça a été intense. Pas super, parce que j'ai commencé temps partiel, tout ça, c'était correct, mais j'avais un roulement, puis c'est... Moi, j'ai cette mauvaise tendance-là à comme tout le temps trop en faire moi-même, là, tout le temps trop en prendre. Puis à chaque fois, ben, tu sais, je suis quand même polyvalent, tu sais, j'aime toucher à tout, j'apprends tout. Fait que, tu sais, étant polyvalent, c'est dur de comme... faut apprendre à déléguer. Ça, c'est ce que je suis dans une phase de délégage. On apprend à déléguer, tu sais. Puis, genre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se rajoute dans l'équipe, puis que je délègue une partie, je fais... tabarouette, j'aurais dû faire ça il y a 3 ans. Tu sais, j'aurais dû faire ça avant. Mais c'est ça, on apprend. Mais fait que, tu sais, apprendre à déléguer, ça, c'est un autre step que là, moi, je suis dans ce step-là en ce moment. Puis avec la gang, là, on est rendu 5. Fait que, puis là, on a quand même un beau roulement qui est le fun. Puis, tu sais, éventuellement, je pense peut-être réengager, là, tu sais, ce printemps, là, genre cet hiver / printemps, là, on est vraiment bénis là-dessus. Je veux dire, on a de l'ouvrage en masse, là, jusqu'en mai. Fait que, voilà. Incroyable. Dominique, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. J'ai une dernière question, puis tu l'as quand même déjà répondu à travers l'épisode, là. Mais disons que tu parlerais à un étudiant de 17-18 ans qui sort peut-être de l'école de cinéma et qui se dit « J'aimerais développer une carrière là-dedans, je me cherche un peu, par où commencer? »
Par où commencer? Je dirais, ça, c'est ce que mes profs m'avaient dit à l'époque. Ils disent c'est sur le terrain que tu apprends ça. Sur le terrain, OK. C'est sur le terrain. Ouais. Va sur le terrain, c'est beau les études, c'est beau tout ça. Tu apprends des choses qui sont super pertinentes. Mais les études, là, ce qui est pertinent dans les études, c'est des relations que tu vas te faire. En effet, oui, ça c'est vrai. Toutes les relations que tu vas faire en allant à l'université ou au cégep ou des affaires de même, mais tu vas rencontrer d'autres mondes qui, éventuellement, veulent faire la même chose que toi. Fait que, ça te développe un réseau. Ça, c'est bien. Mais après ça, si tu veux vraiment en vivre puis développer une carrière, c'est sur le terrain que tu vas apprendre. Puis quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas te rendre compte, particulièrement en cinéma, là, en arrivant sur le terrain, tu vas te rendre compte que tu sais rien. tout est à apprendre, là, tu sais. Fait que tu arrives sur le terrain, puis là, la chose que... Moi, mes profs m'ont dit ça, mais ce qu'ils m'avaient pas dit, c'est « il est où le terrain? » Ouais. C'est ça, tu sais, dis, va sur le terrain. Crée ton propre terrain. Ben, genre, tu sais, va sur le terrain. Là, je suis comme, il est où le terrain? Je m'en vais où? Ouais, puis là, j'étais un peu perdu. Puis c'est comme ça que je suis tombé dans le corpo. Pour moi, ça a donné ça, tu sais. Ouais. Mais après ça, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment faire du terrain, moi, ce que je recommanderais, c'est, il y a une communauté qui s'appelle Kino. C'est une initiative du Québec, c'est québécois, ça partit à Montréal. Aujourd'hui, c'est partout dans le monde, là, des kinos, il y en a partout sur la planète. Okay. Puis c'est dans le but un peu de démocratiser l'industrie du cinéma. Fait que, comme je disais, dans le fond, en termes de cinéma, c'est un métier qui coûte extrêmement cher. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de spécialités à avoir, puis chacun doit comme mettre l'épaule à la roue pour faire un film. Là, fait que ça demande beaucoup d'énergie pour faire une prod. Right. Fait que, considérant, dans le fond, cette énergie-là, Kino, eux autres, ils ont dit on va démocratiser ça. Fait que c'est un regroupement de plein de cinéastes, de plein de métiers, corps de métier, des acteurs, des preneurs de son limite. Tu trouves de tout dans Kino. Puis Kino, eux autres, vont lancer des défis. Fait que, dans le fond, tout le monde est bénévole là-dedans. Puis ils lancent un défi, ils disent hey, ce mois-ci, la thématique, c'est planche à roulettes. Fait que là, on part, puis tu as un mois pour faire un film. Puis c'est ça, en cinéma, c'est ça qui est tough. Si tu veux en faire, il faut que tu ailles sur le terrain. Puis pour aller sur le terrain, il faut que tu te battes le derrière puis tu te fasses des films. Ouais. Mais après ça, tu sais, quand tu es tout seul, c'est tough, là. Tu sais pas où aller. Fait que Kino, c'est une plateforme vraiment sacoche pour dire que ça te met les deux pieds dedans, ça donne l'opportunité de faire des films. Puis c'est pas une... Il n'y a pas de jury qui est là, qui va analyser ton œuvre, puis critiquer telle affaire, puis telle affaire. Le but, c'est de se pratiquer. Ouais. C'est fait pour que tout le monde, tous les corps de métier se pratiquent ensemble, bénévolement. Fait que ça fait que c'est accessible, tu sais. Puis même Kino, ils peuvent même fournir des équipements, des caméras, des affaires de même, tu sais. Fait que il y a des partenaires qui sont associés à Kino qui peuvent aider les gens à se partir comme ça. Fait que ça, c'est genre une première plateforme qui est accessible à tout le monde, puis que j'encourage les gens de vraiment aller voir Kino Montréal. Et après ça, l'autre volet, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, puis au niveau des écoles, il y a une autre école que là, je vais aller faire une spécialisation justement ce printemps avec l'INIS. Fait que ça, c'est l'Institut national des techniciens de l'image et du son. Ça s'appelle. Okay. Fait que l'INIS, c'est une super belle école. Ça, c'est plus dispendieux, mais tu sais, là, en allant faire cette école-là, tu vas vraiment faire des productions d'un autre niveau. Ça va être vraiment plus étoffé, puis tu vas apprendre genre énormément de choses. Ils vont vraiment donner des outils. Puis c'est une des rares écoles au Québec qui est vraiment très pluguée sur le réel milieu du cinéma. Ouais. Tous tes profs, c'est du monde qui travaille dans le milieu en tant que réalisateur, en tant que caméraman, limite. Là. Mais tu sais, ils ont vraiment des spécialités. Fait que ça, c'est une belle école que je recommande. Cool. Voilà. Fait que ça ressemble à ça. Allez sur le terrain, puis faites des films. Puis oui, ben c'est des excellents conseils. Puis tu sais, honnêtement, je pense aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux que c'est de base maintenant, les gens ils jugent par ça, puis ils vont chercher un peu t'es qui toi, tu sais. Premier step, fait portfolio, évidemment, tu sais, de faire peut-être des petits courts-métrages, des projets à plus petit niveau. Exact. Comme, tu sais, évidemment, une première caméra, tu sais, commence à filmer des petits trucs, bâtir quelque chose, une réputation, contenu en ligne, des petites vidéos, parle de toi, parle de ton processus de justement en cinéma, de bâtir cette carrière-là, c'est super intéressant. Tu sais pas qui peut tomber sur ces vidéos-là. Exactement. Dire, hey, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça, tu sais, travailler avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je le vois de même un peu. Là. Puis, tu sais, j'allais dire ça, c'est super bien, là, tu sais, puis il faut faire attention à pas juste comme flipper un scène en attendant que ça retombe quelque part, là. Ah ouais, parce que, tu sais, attendre que les gens t'appellent, là, tu sais, dans l'industrie, il faut être proactif, puis tout. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment aller en cinéma puis faire des films, tout le kit, Kino, c'est une super belle plateforme pour rencontrer des gens, puis il y en a des professionnels du milieu là-dedans. L'INIS, c'est une autre belle place que tu peux te trouver des belles plugs. Puis, tu sais, soit à l'affût, là, tu sais, il y a différentes associations qui existent, là, fait que il y a l'association des producteurs
médiatiques du Québec, il y a l'APMQ, il y a l'ARRQ qui est pour les réalisateurs et les réalisatrices. Fait que tu as plein de plateformes comme ça. Tu as l'Actis aussi. Fait que je dirais, si maintenant tu veux aller faire du cinéma, une des premières choses à faire, ça serait d'aller faire ton Actis, qu'on appelle, c'est l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son. Actis, c'est ça. INIS, tantôt, j'avais dit l'Institut national, mais là, c'est Actis. Okay. Il y a bien des acronymes dans notre milieu. Ouais, c'est ça. Mais d'aller faire l'Actis, ça, c'est un peu comme le syndicat de tous les travailleurs autonomes du milieu de l'industrie cinématographique. Fait que là-dedans, tu vas faire d'autres contacts. Tu vas faire des contacts puis fais des films. Fait que comme tu dis, tu fais des petits courts-métrages, tu fais des vidéoclips, puis ça se peut que... Puis surtout dans le volet fiction, attends-toi à faire bien du bénévolat. C'est correct, c'est correct, mais tu fais ton expérience, puis tranquillement, pas vite, le monde, ils vont apprécier, puis là, il va y avoir un bouche-à-oreille qui va se faire, mais il faut que tu sois proactif, que tu ailles dans les événements, puis tout ça. Puis si, après ça, quelqu'un veut peut-être se lancer plus dans la production vidéo, comme ce que moi, je fais dans le corpo, puis tout ça, ce que je recommande à tout le monde, c'est vraiment de se lancer avec des groupes d'affaires. Fait que, tu sais, tu as parlé de ta mère, tu sais, puis le Club Distinction, je vous encourage à aller voir ça, le Club Distinction, super. BNI, tout ça, c'est des super de belles plateformes parce que là, tu vas être vraiment plus en contact avec des entrepreneurs. Fait que si tu veux être un artiste cinéaste, va voir les différentes associations qui existent, Kino, tout ça. Puis si tu t'intéresses plus au volet comme entrepreneurial, puis production, tout ça, va te promener dans des BNI, dans le Club Distinction, va voir d'autres clubs. Va parler à des gens. Va parler à des gens. Puis là, tu vas rencontrer un paquet d'entrepreneurs qui sont vraiment cool, puis qui ont beaucoup d'expérience qui vont pouvoir te partager. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans un groupe comme ça, ça peut être intimidant. Des fois, tu vois plein d'entrepreneurs, mais tu sais, c'est pas compliqué. Tu as juste à être humble là-dedans. Va-t'en pas là-bas dans l'idée de dire comme hey, je vais passer ma carte à tout le monde, je vais vendre des vidéos. T'sais. Non. Vas-y. Vas-y avec l'humilité, puis sois juste curieux de ce que l'autre fait. C'est quoi la business de l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? 100%. Jase avec, tout ça, puis en étant curieux, comme ça, c'est là que les gens vont faire comme hey, tu sais, Dom, il est smart. Fait que quand ils vont avoir une vidéo, ils vont commencer à penser à toi. 100%. Mais fait que c'est quelque chose qui va découler. Mais tu sais, intéresse-toi d'abord à l'autre. Oui. Parce que ça, c'est ce que l'être humain aime le plus. Hein? Parler de lui-même. Parler de lui-même. Fait que. C'est juste partir pas de fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Fais parler de l'autre. Ça vient de nous. Puis, activité de réseautage, c'est la dernière chose que j'ai faite. La première fois que j'en ai fait une, c'est que j'étais pas à l'aise d'aller parler de tout le monde, on s'entend. Fait que je disais, je vais spotter une personne, j'allais me présenter, j'allais m'asseoir avec lui. Puis, je pense que c'était la seule personne que j'ai parlé. Ça a été mon client le plus fun à travailler avec. T'sais. Wow. Fait que, tu sais, mais. Prends pas ça comme une game de quantité, carte d'affaires. Exact. Take your time, prends avec la personne, puis crée des collections des relations. Puis les groupes d'affaires, ça, c'est le fun parce que tu entretiens ces relations-là long terme. Même si cette personne-là, c'est pas nécessairement un client, il va penser à d'autres personnes ou collaborateurs, ou il y a différentes manières de collaborer. Fait que mettez-vous out there, puis allez chercher les guys. Moi, j'ai eu beaucoup de fournisseurs qui proviennent des groupes d'affaires. Fait que moi, j'ai trouvé des fournisseurs, mais en termes de clients, tu sais, moi, avec le genre de vidéo que je viens produire, c'est peut-être plus difficile de me référer. J'imagine, c'est ça. Ça peut être plus complexe. Puis des fois, le monde ne pense pas tout le temps comment te référer. Exact. Mais comme tu dis, c'était pas une game de volume. C'était une game de dire que j'ai pogné un client qui est un peu comme toi. Nous autres, c'est notre client le plus fidèle depuis, ils vont faire 9 ans qu'on travaille avec eux autres. Fait que des fois, il suffit de comme un bon contact qui va t'amener un autre bon contact, puis ça fait bouche à oreille puis boule de neige, tu sais. C'est incroyable. Mais fait que c'est pas une game de quantité, mais une game de qualité. Voilà. Dominique, ça a été un réel plaisir. T'as-tu aimé ton expérience? Oui, j'ai-tu bien fait ça? Oui, pour une première fois, je veux dire, c'est... Ouais. Oui, t'as fait ça. Ben oui, 100%. Ce que je propose à mes invités... on va beaucoup de choses à couper, là. Mais c'est ça, je parle pas mal. 15 minutes de finale. Ce que je propose à mes invités, c'est que aussi moi, on fait un part 2. Fait que les nouveautés, justement, en 2025, les nouveaux projets, l'équipe où tu vas être rendu. Fait que merci encore. On s'en parle bientôt. Ben, merci, Anthony. Yes. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention.
La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.